Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, eh bien, c'est tout simplement le paradis terrestre, comme on peut l'imaginer maintenant de nos jours, pas le paradis tel qu'il était décrit dans la Bible, mais un paradis, voilà, c'est-à-dire la fin de l'homme loup pour l'homme, la fraternité absolue, la fin des frontières, le, un système 100% écologique, la mise en commun de tout, la fin de la propriété privée, tout appartient à tout le monde, l'être humain qui est fondamental, c'est-à-dire tout être humain protégé par l'humanité, par l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un trésor, c'est un peu comme aujourd'hui par exemple l'UNESCO. On a déjà créé toutes les structures pour fonctionner universellement comme ça. Elles sont là, ces structures. Simplement, elles ne sont pas encore au point. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme. On a construit toutes ces structures-là. Donc, simplement, elles ne sont pas encore complètement au point. Par exemple, l'UNESCO, c'est quelque chose d'incroyable pour protéger les œuvres d'art de l'humanité, mais en même temps, elles n'ont pas assez ils n'ont pas assez de pouvoir pour empêcher que des personnes détruisent des choses dans les périodes de guerre ou de dictature, qui détruisent des œuvres d'art qui sont protégées normalement par le patrimoine, qui appartiennent à l'humanité. Eh bien, tout ça, évidemment, dans 2, 3, 4, 5 siècles, ça sera fini. C'est-à-dire que l'ONU sera au-dessus de tous les autres pays, donc ça sera un système universel qui, au lieu que ce soit aujourd'hui les États-Unis qui soient les gendarmes du monde, ça sera un ONU absolument parfait, un ONU tout à fait juste, un système capable de protéger l'ensemble de ses enfants. Voilà, parce que l'ONU, c'est symboliquement le père des nations, mais que toutes les nations soient, qu'il n'en privilégie pas un, qu'il n'en laisse pas un abuser de son frère en tournant la tête. Voilà, c'est ce qu'il fait actuellement. Mais parce que l'ONU est en dessous d'un autre dominant. C'est pas lui qui domine. Tant que aujourd'hui c'est les États-Unis qui dominent, et tant que les États-Unis dominent l'ONU, on ne peut pas être dans un système juste. Parce que les États-Unis sont par nature injustes. Ils ont leurs préférences, ils ont leurs potes à eux, et puis ceux qu'ils n'aiment pas. Voilà. Et donc, c'est pas un père juste. C'est pour ça qu'il faut sortir des États-Unis en tant que gendarme du monde. Et c'est pour ça que les BRICS sont en train de monter pour faire d'abord un équilibre et puis pour faire passer l'humanité vers justement un système universel et un système qui est au-dessus. Je pense que c'est les Chinois, parce qu'ils ont compris ce mécanisme-là. Donc c'est les Chinois et les BRICS qui vont pouvoir amener cette nouvelle vision, cette vision universelle. Voilà. La dernière partie de l'unification humaine, elle se fera, je pense, grâce à la montée des BRICS. Voilà. Alors, pour faire évoluer cette théorie, pour la préciser, je m'appuie sur des audios que j'écoute. Et là, par exemple, c'est sur France Culture, l'émission Avec Philosophie, présentée par Géraldine Moulman, et qu'elle consacrait à Karl Marx dans une série. Et ça, on en est à l'épisode 1 sur 4, Marx et le jeune hegelianisme, de l'adhésion à la rupture. Alors, on a déjà fait une vidéo, ça c'est la deuxième vidéo de l'épisode 1-4. Je lance l'écoute et je commente éventuellement. Je digresse. Les jeunes hegeliens, c'est un mouvement d'intellectuels qui sont des disciples de Hegel, mais qui se disent jeunes, et jeunes dans l'Allemagne de l'époque, ça n'est pas
directement en référence à l'âge, c'est à comprendre par rapport au mouvement Jeune Allemagne, ça veut dire qui est favorable à une rénovation, à un progrès politique, voire à une révolution. Donc jeune hegelien, ça veut dire les hegeliens qui veulent utiliser et au besoin transformer la philosophie de Hegel pour en faire l'instrument intellectuel d'un progrès politique en Allemagne. Cela étant dit, c'est un mouvement extrêmement divers, avec une pluralité de positions. On trouve parmi eux des républicains, des démocrates, des socialistes, des libéraux, des anarchistes. C'est un mouvement qui est aussi divers géographiquement. Par exemple, les frères Bauer et Stirner, contrairement à ce que montre le film, ne sont pas à Cologne lorsque la Gazette rhénane est interdite. Le film était un petit peu romancé là-dessus. Et contrairement aussi à la manière dont Marx reçoit le beau rôle dans cette scène du film, par ailleurs très sympathique, de Raoul Peck, Marx était quelqu'un qui, à la Gazette rhénane, avait plutôt une influence modératrice, qui cherchait plutôt, face aux articles de jeunes hegeliens berlinois comme les Bauer, qui étaient plus radicaux politiquement, à éviter de trop vexer la censure, de manière à ne pas perdre le lien avec un mouvement libéral allemand un peu plus modéré. On va y revenir parce que quand même les textes de Marx sur la liberté de la presse sont croustillants et il attaque au cœur du régime prussien. Dans la suite d'ailleurs, il faut bien le dire, à ce stade d'Emmanuel Kant qui en 1784 s'était déjà attaqué, alors là c'était Frédéric II, mais avec Marx c'est Frédéric IV, s'était déjà attaqué avait déjà dit qu'il fallait, si le régime prussien voulait être éclairé, qu'il fallait donner la liberté de la presse. Voilà, alors c'est là où on voit que tous les grands philosophes luttent contre l'oppression du système dominant, des dominants. Et ça a été le cas de Nietzsche, ça a été le cas de Hegel, ça a été le cas... Voilà, tous les grands... Même si Hegel, à un certain moment, et même si pour beaucoup, ils risquaient leur peau, donc il fallait qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, mais globalement... c'est des écorchés devant l'injustice. Être un philosophe, c'est ne pas supporter l'injustice humaine, ne pas supporter le mal que certains peuvent faire à leurs congénères. C'est impossible. Et donc, tant qu'il y a cette révolte à l'intérieur de l'être humain, il va lutter, et c'est grâce à toute cette lutte que l'humanité progressivement va vers sa perfection. Parce que cette lutte, elle n'arrêtera pas. Aujourd'hui, on peut dire que c'est ceux qui sont écorchés par l'injustice, on va les retrouver chez les insoumis, dans les radicaux de gauche, mais ça a toujours été. Il y a toujours eu ce mouvement qui est là et qui oblige finalement la société à s'améliorer en permanence, à réduire la capacité de l'homme à abuser de ses congénères, etc. Donc ça, c'est très important à comprendre. Michael Levy, pour essayer de comprendre quand même le rapport à Hegel, qui est très ambivalent, beaucoup l'ont dit, c'était encore, et ce n'était déjà plus de l'hegelianisme, a dit par exemple Maximilien Rubel, qui est un très bon spécialiste de Marx. Pour le comprendre, il faut peut-être revenir à la préface des principes de la philosophie du droit de 1821, où Hegel disait que le présent était le vrai sujet de la philosophie, qu'il fallait dégager le noyau rationnel du présent dans les corps sains. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, je ne connais pas assez ces deux philosophes. Il aurait fallu que j'ai lu Hegel et que j'ai lu Marx, et voilà, pour bien comprendre, mais c'est pas ce que j'ai fait, j'ai juste picoré des petites choses. Mais à mon sens, Hegel a une vision globale, totale de l'évolution de l'humanité. Il s'intéresse pas tellement à bousculer le monde, et parce qu'il a une vision spirituelle. Quand il dit que l'humanité va vers l'esprit supérieur, ou le monde, la création va vers l'esprit supérieur, monte vers
vers l'esprit absolu. Il décrit la montée vers l'extase. C'est exactement ce que j'écris sur la mécanique universelle. Donc, c'est bien vers le plus haut degré de l'esprit qu'évolue l'humanité. Après, Marx, il écarte un peu cette chose-là, il ne veut pas trop s'en occuper, il me semble, hein, c'est comme ça que je le perçois. Mais ce qu'il veut, lui, c'est qu'on mette la main à la pâte et qu'on travaille justement à aller vers cette perfection, mais par le boulot, quoi, par la révolution, par le changement de mentalité, par le changement de la société. Et donc, c'est deux façons de voir l'évolution à des endroits bien précis. Il y a la vision, on pourrait dire, hypermétrope, qui voit l'ensemble de la création, c'est Hegel, et puis une vision myope qui voit une partie du progrès humain, de l'humanité, et qui est celle de Marx. Alors j'ai l'impression que les jeunes hegéliens étaient d'accord avec ce programme, mais simplement, ils ne pensaient pas qu'on pût le faire en restant dans son cabinet de travail de philosophe, comme le faisait Hegel, la chouette de Minerve, à la tombée de la nuit, etc. Ça aussi, c'est dans la même préface. Non, ils pensaient que c'était en plein jour, dans le travail collectif, dans un journal, au cœur de l'espace public des opinions, peut-être au plus près de ce qu'ils appelaient le concret. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous parler de cette démarche? Oui, en effet, les jeunes hegéliens et Marx en particulier, ils avaient cette préoccupation d'un engagement culturel et politique à travers notamment la presse. La presse. Donc, l'enjeu, c'était la Rheinische Zeitung. Mais à cette époque, effectivement, le jeune Marx, il est encore un hegélien, un jeune hegélien de gauche, comme on dit maintenant. Oui. Mais, disons, il partage avec Hegel l'idée qu'il faut un État rationnel pour régler le conflit. Mais il a déjà, contrairement à Hegel, l'idée que l'État prussien réellement existant, ce n'est pas ça. Il n'est pas vraiment un État rationnel. Ça, c'est assez clair. Mais voilà. Est-ce que même la notion d'État n'est pas encore... Voilà. Donc, il est bien il s'occupe vraiment que d'une partie de Hegel, Marx. La partie politique. Interrogée, mise en cause aussi gravement qu'elle le sera par le Marx de deux ans plus tard, de 1834. Oui, on est exactement. D'accord. À cette époque, il croit encore à la nécessité d'un État rationnel, sauf que ce n'est pas l'État prussien tel qu'il existe. C'est ça, disons, le moment où il se trouve en 1841-42. Alors, il y a un autre personnage un petit peu à distance des jeunes hegéliens, enfin on peut dire qu'il est quand même partie prenante. Il est à Dresde, il s'appelle Arnold Ruge, il a quand même 16 ans de plus que Marx. On dit d'ailleurs que c'est un peu un père spirituel pour Marx et peut-être pour les jeunes hegéliens. Il adore la presse et c'est peut-être le plus journaliste de tous, le plus patron de presse de tous, et Ruge se bat lui aussi pour que la Prusse arrête avec la censure, y compris des journaux même de Ruge ou de la Gazette rhénane Pauline Kloschek. Tout à fait, Arnold Ruge, c'est le jeune hegelien qui a été le centre de l'activité publicistique, comme on dit à l'époque, on dirait aujourd'hui plutôt journalistique, des jeunes hegéliens, en étant le directeur des deux revues hegéliennes de gauche, puis jeunes hegéliennes les plus importantes, les Annales de Halle, qui, après leur censure, deviennent les Annales allemandes. Et Marx, du moment où il devient journaliste, principalement à la Gazette rhénane en 1842, se rapproche progressivement d'Arnold Ruge. On peut dire que Arnold Ruge est, après Bruno Bauer, le deuxième jeune hegelien dont Marx a été le plus proche, parce qu'il partageait d'abord des éléments d'évolution politique, celle d'un libéralisme qui va évoluer peu à peu vers un démocratisme, et le moyen de mise en place de cette vision politique qui est le journalisme et la radicalisation de l'espace public à travers la presse. Alors la presse, on va
écouté de près ce que Marx en disait, notamment dans ses articles de mai 1842. Il deviendra en octobre véritablement le rédacteur en chef de la Gazette rhénane, mais autour du mois de mai se jouent beaucoup de choses en Prusse autour de la liberté de la presse, et il se moque de la presse censurée avec des termes extrêmement brillants, hein. C'est vraiment un très grand pamphlétaire, et il emploie à un moment donné une très fameuse formule: la presse est l'œil partout ouvert de l'esprit du peuple. On écoute. L'essence de la presse libre, c'est l'essence riche de caractère, rationnel et moral de la liberté. Le caractère de la presse censurée, c'est l'innaissance de la servitude qui fait d'elle un monstre civilisé, un avorton parfumé. À quoi? Voilà, c'est magnifique, mais c'est exactement ce qu'on peut dire aujourd'hui des médias qui sont clairement sous la coupe des puissants. Faut pas se leurrer. Et c'est un scandale quand on y réfléchit, que ça soit même la gauche en France qui ait commencé à vendre à des oligarques les médias. Quand on réfléchit à ça, on se demande comment, en fait, l'intelligence soi-disant de Mitterrand, elle est extrêmement limitée, parce que de ne pas avoir compris que en vendant les médias à l'oligarchie, c'était comme lui donner une nouvelle censure, une censure encore pire que la censure politique. Et donc, c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Bon, évidemment que tout ce qui se fait, c'est exactement ce qui doit arriver. Il n'y a pas de l'humanité, l'évolution de l'humanité se trompe pas. Donc, c'était exactement ce que l'humanité devait faire. Il n'y a pas de souci. Mais simplement, mieux aurait été de libérer totalement la presse, et de faire que ça soit le peuple qui la paye à travers des redevances, des choses comme ça, mais en sortant le politique de la capacité du politique d'oppresser la presse. C'est parce que c'était ça, en fait. Là, la télé, les médias appartenaient à l'État, et l'État s'était organisé pour pouvoir oppresser, en fait, les médias. Et c'était juste ça qu'il fallait faire sortir, et non pas lui donner un nouveau maître, et un maître encore plus tordu, parce que c'est par l'argent, les médias actuels, ils font ce qu'ils veulent. La contrainte par l'argent est beaucoup plus forte que la censure politique. Là, aujourd'hui, les médias, ils ne peuvent vraiment plus bouger, parce que, tout simplement, ils ont réussi à mettre les journalistes sur des sièges éjectables. Ils peuvent être virés du jour au lendemain sur CNews, LCI, BFM, TF1. Ils sont sur des sièges éjectables, alors que quand ils étaient fonctionnaires, ils ne pouvaient pas être virés. Donc, ils avaient un moyen de pression. Et sans compter qu'un homme se défend beaucoup mieux, a plus d'énergie combative si on le censure, plutôt que si on le corrompt. Si on lui donne 30 000 euros par mois ou 40 000 euros par mois pour animer un journal sur CNews, c'est fini, il ne peut plus parler, c'est terminé, il n'a plus de liberté, parce qu'il a organisé sa vie avec 30 000 balles par mois, et donc il ne peut plus se retrouver au chômage. Et donc le patron de presse, les Bolloré et compagnie, il suffit qu'il lui dise: mais tu sais, moi je peux te virer du jour au lendemain, c'est terminé. Ou lui faire comprendre, pas lui dire directement, mais lui faire comprendre que c'est comme ça, et que derrière, son monde s'écroule. Donc l'oppression est beaucoup plus forte au niveau de la censure par l'argent. Bon, multiplier les preuves que la liberté de la presse est conforme à la nature de la presse, et que la censure en est la négation. N'est-il pas évident que ce qui, de l'extérieur, fait obstacle à une vie intellectuelle est étranger au caractère intérieur de cette vie, qu'il nie cette vie au lieu de l'affirmer?
Et c'est très intelligent ce qu'il écrit. La censure fonde. C'est complètement intelligent. Il montre que c'est anti-existence, la censure. Voilà, à l'époque, il ne pouvait pas dire la façon dont moi, maintenant, je m'attaque à ces oppressions-là, en disant c'est primitif, c'est quand nous étions des primates naturels, c'est le même principe, c'est le système le dominant qui a une sorte d'autorité absolue sur un système. Il ne peut pas laisser de liberté aux prétendants parce qu'il a peur d'être renversé, etc. Mais c'est ce qui voulait être dit. Bon, sur la nature même de la liberté de la presse, c'est la critique. Celle-ci est le tribunal que la liberté de la presse produit dans son propre sein. La presse libre, c'est l'œil partout ouvert de l'esprit du peuple. C'est l'incarnation de la confiance qu'un peuple a en lui-même. Voilà, et on voit à quel point est l'impitoyable confession qu'un peuple se fait à lui-même, et l'on connaît la vertu rédemptrice de l'aveu. Et on voit la vertu rédemptrice de l'aveu, ça c'est incroyable. Et ça, les Cahuzac et compagnie, s'ils avaient compris cette phrase fondamentale, la vertu rédemptrice de l'aveu, pourquoi l'aveu est quelque chose de fondamental, et le peuple pardonne à quelqu'un qui avoue même la pire des fautes, mais qui vraiment fait son mea culpa. Et donc, rien que pour revenir sur cette phrase, mais la liberté, le fait qu'on donne la liberté à la presse, c'est donner, c'est vraiment donner du sens au peuple et donner de la puissance au peuple. Et un peuple qui est puissant, il est pas révolutionnaire par nature, il est correcteur par nature. Si la presse était libre et qu'elle appartenait réellement au peuple, et avec vraiment une intention par tous ces médias, tous ces journalistes de développer le peuple, d'aider le peuple à aller vers la lumière, vers la clarté, vers la liberté, vers l'égalité, etc. Eh bien, le peuple, il n'a pas besoin de révolutionner, il n'a pas besoin de devenir gilet jaune, il n'a pas besoin de faire mai 68, il n'a pas besoin... Voilà, c'est juste une question de liberté. Et la liberté, elle est fondamentale. Elle est le miroir spirituel où un peuple se regarde. Et la contemplation de soi-même est la première condition de la sagesse. Elle est le monde. Et ça, c'est encore incroyable. C'est du génie. Je ne l'avais pas lu, je le découvre en même temps que je l'écoute là. Mais ce qu'a fait ce qu'ont fait les dominants à travers ces médias, là, CNews, BFM, ils ont écarté le peuple de l'espace médiatique. On ne le voit plus. On ne voit plus que les élites. Il a mis les élites en disant, voilà, comment nous sommes beaux, parce en fait, ils représentent les Niels, les Bolloré, les Drahi, etc. C'est l'élite, ils se prennent pour l'élite, ils pensent qu'ils sont une sorte d'élite, qu'ils sont différents. Donc ils ont montré, ils se sont organisés pour que ces médias ne stimulent les élites, l'élitisme. On est tombé dans un élitisme hallucinant dans cette chose-là. Et le peuple ne peut plus se voir. Il n'a plus d'endroit où il peut se regarder en somme, où il peut voir ce qu'il est. Il est obligé de voir plus que l'élite. Mais on revient comme à l'époque où les gens, quand ils allaient à la messe, ils voyaient les nobles qui étaient là, les riches qui étaient derrière le curé sur des places magnifiquement sculptées. Et donc, ils étaient obligés de bader cette élite, cet élitisme. C'est pour ça que c'est fondamental ce qui se passe là où
où on les insulte, ces élites, où les gens n'hésitent pas à dire t'es un con au président, de dire des choses comme ça. Ça enlève ce narcissisme qu'ils ont, dans lequel ils veulent tout le temps, mécaniquement, ils veulent exprimer le plus possible ce narcissisme, les dominants. Et quand ils ont les médias, ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le narcissisme au pouvoir. Dans ces médias, c'est que le narcissisme qui est survolté. L'humilité du peuple n'est pas là. Le peuple ne se voit pas. Il ne peut pas voir qu'il est beau, le peuple, dans ce truc-là. Il est obligé de dire ce qui est beau, c'est les élites, puisqu'on nous montre que les Johnny, les machins, etc. Et il faut bader leur mariage, la naissance de leur enfant, leur mort, leur dernier CD, leur dernier truc. Ils ont fabriqué un monde de fans. Et ça correspond complètement au fait que l'élite a pris le pouvoir médiatique. Voilà, l'oligarchie, en prenant le pouvoir médiatique, ils ont transformé la mentalité et l'évolution de l'humanité. Ils l'ont ramené vers le côté primaire du narcissisme basique. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. On va aller monde idéal qui jaillit perpétuellement du monde réel et esprit toujours plus riche y reflue pour le vivifier à nouveau. Un mot sur le... Voilà, alors on arrête là. Donc la conscience, l'intelligence de Marx, elle est hallucinante, quoi. Voilà. Il y a vraiment une vision incroyable de l'évolution. Donc j'arrête là. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ces vidéos très très longues, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien sous les vidéos. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires. Ça fait évoluer un peu la visibilité de l'espace. Merci à vous, en tout cas, pour tous ceux qui prennent soin de regarder ces vidéos. Et voilà. Merci.